Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je viens vous parler aujourd'hui du Passe-Miroir, donc l'automne Les fiançailles d'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce que je vais faire, je vais directement vous lire le résumé qui est en 4ème page parce que je n'arrive pas, enfin à plusieurs reprises j'ai essayé de faire un résumé qui tient la route. Mais je n'y arrive pas. À chaque fois que j'essaie de faire un résumé, ça n'a ni queue ni tête. Donc ça va être beaucoup plus rapide. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit donc quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa vraie identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. C'est tout ça, voilà, je trouve que c'était beaucoup plus simple de vous lire le résumé. Donc voici à quoi s'attendre dans ce premier tome de cette quadrilogie. Alors c'est un livre qui a beaucoup circulé sur Booktube, notamment quand il est sorti. On le voyait partout, donc oui, je suis largement à la traîne d'au moins une dizaine d'années. Je crois que c'est la saga préférée une des sagas préférées de Bulldog, si je vous dis pas de bêtises. Mais j'ai pas envie de me tromper là-dessus. Mais je sais qu'il y a quelqu'un pour qui c'était devenu une saga vraiment coup de cœur. Mais je crois que c'est Bulldop, sans vous dire de bêtises. Donc oui, j'arrive à beaucoup de la traîne. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais faut savoir que c'était quelqu'un sur un live sur une chaîne Twitch sur laquelle je vais beaucoup. Qui me l'a recommandé en disant faut que tu lis, c'est vachement bien, etc., etc. Vous savez que je suis pas du genre petit mouton. J'ai du mal à suivre quand on parle beaucoup d'un roman et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, alors est-ce que on va dire la hype qu'il y a eu quand il est sorti est partie ou pas? Je ne sais pas. Je ne vais pas dire l'inverse. Mais en tout cas, je me suis dit bah pourquoi pas. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Faut savoir que le livre a reçu, donc il est lauréat du concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama, donc Grand Prix de l'Imaginaire 2016 également. Il a eu d'autres prix. Alors, là aussi je vais faire une petite parenthèse. Je vais pas être la personne qui va acheter un livre parce qu'il a eu un prix. D'accord? C'est pour moi le prix, un prix littéraire. J'entends pas le prix combien tu payes. Je parle de prix littéraire, c'est pas ce qui moi va me pousser à acheter un livre. Mais je dois quand même le reconnaître, un prix, c'est toujours bien quand les livres se des prix parce que ça, en effet, ça récompense le travail d'un auteur pour son travail justement et ses écrits. Et je trouve que en effet pour le premier tome du Passe-Miroir, pardon, donc Les fiancées d'hiver, je comprends le prix quand on voit vraiment la qualité du travail. C'est une petite brique qui fait un peu plus de 500 pages. À la fin j'ai été contente de le terminer parce que je commençais vraiment à penser qu'on était un peu à la traîne, mais finalement c'était plutôt sympa. Mais en tout cas c'était vraiment une lecture intéressante. Je pense qu'à la médiathèque j'ai emprunté les 3 autres tomes parce que c'est une quadrilogie pour ceux que c'est intéressant de savoir. Et franchement juste par curiosité je vais pas lire la suite. Pour moi ce qui a vraiment fait en sorte que ce livre a reçu un prix ou même des prix, c'est l'univers qui est très riche, très complet, qui peut être assez complexe. On a peut-être de quoi par moment avoir l'impression de se perdre, mais ça amène d'une sorte où en fait tous les rouages vont être amenés au fur et à mesure, et ce qui permet de mieux comprendre justement la citadelle, donc qui est là pour le coup représentée sur la couverture, enfin je crois que c'est bien ça. Anima, là d'où vient Ophélie, on n'en parle pas tant que ça, parce que c'est vraiment dès le tout début du roman, mais j'ai bien aimé qu'au travers Ophélie, on découvre la citadelle, les cultures et autres qui sont bien différentes d'Anima, parce que là où Anima c'est tout dire une grande et même famille, c'est un peu indiqué comme ça. À la citadelle vous avez plusieurs familles, donc vous avez les dragons, vous avez les illusionnistes, si voilà, etc. Donc évidemment c'est des différents clans. Donc c'est ce qui fait qu'on a un univers qui est assez grand. En fait, comme vous pouvez le voir, comme pour là la citadelle, c'est plusieurs petites... c'est la terre, je crois qu'apparemment, je vais pas exploser, mais en fait c'est-à-dire qu'on reçoit avec plusieurs... c'est comme si une arche comme ça équivaut à un pays, on va dire comme ça. Donc c'est ce qui fait que elles sont toutes reliées. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est que là on se retrouve sur un pays, sur quelque chose de plat, une terre plate.
c'est carrément des îles flottantes, tout simplement. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce principe-là. Le fait, ils arrivent à passer d'une arche à l'autre, hein, vous en faites pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'était vraiment un très bon point. Je vais parler un peu vite fait de notre couple de fiancés, là, les fameux fiancés d'hiver, à savoir Ophélie et Thorne. C'est, de mon point de vue, deux personnalités un peu introverties, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont pas du genre à se livrer. C'est ce qui fait que juste le fait qu'ils aient une première vraie conversation, ça a mis énormément de temps. Même le fait que Ophélie veuille se confier à Thorne sur des sujets qui la préoccupent, c'est compliqué. Elle voit quasiment jamais Thorne, il est tout le temps occupé par son rôle d'intendant. Donc c'est ce qui fait que quand tu veux créer une harmonie de couple, c'est un peu compliqué. Ça va en effet évoluer. C'est ce qui fait que Thorne ne dit pas forcément tout. Des informations, elle va les avoir au compte-gouttes, que ça vient de Thorne ou de sa belle famille. Parce que par exemple, elle sait pas pourquoi on la marie à cet homme. Elle avait déjà refusé des mariages avant sur Anima. Mais là, ce mariage, ouais, pourquoi pas. Mais on sait pas pourquoi on les marie ensemble. Ophélie ne le sait pas. Elle sait pas si c'est pour un mariage diplomatique, si c'est pour un mariage... enfin, d'un point de vue financier, dans le sens où la famille d'Ophélie, comment dire, croule sous les dettes et il faut la marier à cet homme pour justement renflouer les caisses de sa famille à elle. On ne sait pas pourquoi. On l'apprend très tard dans le roman parce que on cache tout à Ophélie sous couvert de tu le sauras plus tard, tu le sauras en temps et en heure. Et je comprends un peu, on s'en frustrait parce qu'on a envie de comprendre pourquoi. Et franchement, quand on comprend le pourquoi du comment, on comprend aussi la pensée d'Ophélie à ce moment-là. En parlant d'Ophélie, juste elle a accusé un peu à Karen de respect dans le sens où elle essaie de faire au mieux pour s'intégrer à sa nouvelle famille, mais on a vraiment cette sensation que venant de sa belle famille, rien n'est fait pour l'intégrer. C'est-à-dire que, bon, Ophélie, à cause de son nom de passe miroir, est totalement gauche, littéralement. Elle parle pas très fort. Elle essaie de faire des efforts pour essayer vraiment de paraître la meilleure possible pour sa belle famille, mais quand on entend la tante de Thorne, en fait, elle fait tous les efforts qu'elle veut, mais rien n'est fait. Enfin, rien n'est fait pour eux. Ouais, en fait, ça se voit que ça, par rapport au début, ça va mieux. Non, elles sont vraiment très dures chez les dragons, et c'est ce qui fait que ça aide pas pour Ophélie. Elle a su acquérir des choses au point où, comme je disais tout à l'heure, elle a vraiment les infos au fur et à mesure. On lui explique pas quand elle veut quand elle pose des questions, on lui donne pas des réponses. Donc oui, au bout d'un moment, elle est obligée de frauder. J'ai une scène, je me rappelle, pour avoir des informations. C'est-à-dire qu'il y a une conversation entre la tante de Thorne et un autre personnage. On la met à l'écart en disant non, ça ne te regarde pas. Elle va utiliser son don de passe miroir pour juste entendre la conversation. Donc c'est-à-dire que à ce moment, on l'interdisait de traverser les miroirs. Et en fait, elle va utiliser justement son don de passe miroir autrement pour juste entendre une conversation. Parce que justement, elle n'a pas le choix pour justement savoir, avoir de possibles informations et de comprendre la situation. Donc au bout d'un moment, elle se fait toute petite en disant je vais tout savoir en temps et en heure, certes je peux bien faire avec, mais au bout d'un moment, quand il y en a marre, et elle utilise d'autres subterfuges justement pour tout avoir. Et ça j'ai bien aimé pour le personnage de Philly. J'espère que Christelle Dabos va continuer en ce sens, de se dire que justement de comment dire de la développer en faisant du fait que faut pas qu'elle gomme tout ce qu'Ophélie j'espère qu'Ophélie va pas gommer tout ce qu'elle était avant pour devenir l'extrême opposé de ce qu'elle était avant. J'espère qu'elle a regardé un petit peu de ses petits trucs à elle, mais en tout cas oui, elle a évolué doucement. C'était très long par moments, c'était très parce que le contexte fait que en effet Ophélie a dû être cachée. Tout le monde a entendu que Thorne se mariait, enfin elle allait avoir une fiancée, mais à la citadelle, personne ne sait de qui, de quoi, de sa fiancée. Donc personne ne le sait. Ophélie, elle sait qu'elle est là, mais qu'elle doit montrer à tout le monde que c'est pas elle. Enfin, elle doit pas se révéler au monde pour l'instant. C'est vrai que ça peut pas être très long de se dire quand est-ce qu'ils vont la présenter à tout le monde. En parlant la dernière fois de Ophélie, c'est par rapport à ses pouvoirs. Le fait que elle peut lire le passé des objets, ce qui fait que c'est donc une liseuse. Elle a tout en des gants dont les contours commencent à lâcher. Donc c'est des très vieux gants. Si elle n'a pas ces gants, en fait, elle se retrouve à devoir lire le passé de tout et n'importe quoi en termes d'objets. C'est vrai que ce pouvoir, on en parle beaucoup. On l'a vu à l'œuvre une fois, voire même très peu de fois. Mais c'est vrai que je peux comprendre que
que c'est peut-être pas encore développé. Comme son nom de passe-miroir, on avait pas mal, comme je disais, à part une scène où on est obligé de frauder pour avoir des informations, son don de passe-miroir il est juste mis en second plan par rapport à son don de liseuse. Le roman, la saga, c'est le passe-miroir et j'ai l'impression que le don de liseuse d'Ophélie passe avant son don de passe-miroir. Je sais pas si je suis très claire là-dessus. C'est un nom qui est très rare, le don de passe-miroir, de ce que je crois me souvenir. Donc, oui, peut-être dans ce tome-là, c'est peut-être son don de liseuse qui est mis en avant, mais j'espère que, comme dans le dernier chapitre, elle va faire en sorte de se rappeler, oui, je suis le don de passe-miroir. Pour l'instant, là, c'est une quadrilogie, et le premier tome, c'est vraiment une introduction dans l'univers dans lequel Christelle Dabos nous projette. À voir ce que ça va évidemment donner par la suite. Alors comme je disais, on se retrouve donc au Capitole, donc ce qui veut dire autre culture, autre façon de fonctionner que sur Anima. On ne sait rien de comment ça enfin, à part qu'on sait que c'était en gros une grande famille sur Anima, hein, tout le monde est plus ou moins l'oncle, la tante, le grand-oncle, le frère, la soeur, le cousin, la cousine de machin. Tout le monde n'a rien de parenté. On ne sait pas évidemment grand chose sur le fonctionnement d'Anima. Donc voilà, bon, vu que tel n'est pas le contexte, mais on apprend le Capitole au travers des yeux d'Ophélie. Ça, c'était vraiment un plus de vraiment tout apprendre et on voit la complexité du Capitole, du fonctionnement. On a plusieurs clans, on a des personnes qui sont un petit peu à part, on a évidemment les domestiques et tout. Donc il y a vraiment un fonctionnement qui est très, très codifié, très strict, mais qui est très vague aussi à la fois. J'ai eu par moments de dire, je sais pas, j'ai un moment de dire comment ça fonctionne vraiment. Ça rentre en place, mais je sens que, enfin, je suis peut-être lu de travers. C'est peut-être une information, un point de vue, mais on sent à peu près plus ou moins quel est le. En fait, j'ai l'impression que, par exemple, sur les pouvoirs, on commence à comprendre comment ça fonctionne, surtout pour les dragons, comment ça fonctionne d'un tel. Mais évidemment, oui, mais si telle chose est une illusion, ça se saura. Oui, mais non. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de subtilité dans tout ça. Et ces subtilités, il faut vraiment les acquérir, je pense, pour vraiment comprendre pleinement donc le pourquoi du comment on est. Donc, en tout cas, je pense que, vu que c'est un premier tome d'introduction, donc je pense que c'est déjà pas mal. On a vraiment les grosses bases. En tout cas, on va bien voir ce que ça donne dans le deuxième tome qui est les 10 périodes du clair de lune. Et après, de la tome 3, la mémoire de Babel, puis la tempête des échos. J'ai juste lu les résumés des autres tomes via Livre Addict. Donc, à voir. Comme je vous disais, je pense que je vais acheter la suite. Enfin, pas acheter, emprunter la suite à la médiathèque. Juste pour me faire un propre avis. Si c'est des aussi gros pavés que celui-là, ça va être long. Si je lis une centaine de pages par jour, en une semaine, ça devrait être bouclé. Mais bon, on va bien voir. Hein. Je vais essayer de lire pas mal de pages pour faire cette saga. En attendant, j'ai quand même d'autres livres à lire que cela, donc ça va permettre d'aller. Mais en tout cas, c'est vraiment un roman où qui peut être lu, je pense, en été, genre vraiment de manière totalement chill, parce que vraiment c'est assez long, ça se lit, je pense, à tête un peu reposée. Mais en tout cas, c'était vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que c'est un livre que je conseille ou pas, parce que ça dépend vraiment de chacun pour ce type d'ouvrage. Mais en tout cas, c'était vraiment un petit moment sympathique. J'étais vraiment contente de retrouver vraiment dans du fantastique pur, comme au début de ma chaîne. Ça m'a fait vraiment du bien. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, juste pour vous donner à peu près mon avis sur cette quadrilogie de Christelle Dabos. Je crois même qu'il y a un hors-série à voir. Ma chronique sur le tome 1 du Passe-Miroir, donc les fiancés d'hiver de Christelle Dabos, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.